Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pédagogique, on va parler des rotations des capitaux. Donc ça va être rotation sectorielle, rotation industrielle, enfin bref, comment les capitaux bougent d'actifs en actifs, de classe d'actifs en classe d'actifs. J'ai essayé de vous faire des schémas, des annotations. Évidemment, c'est bien plus complexe que ça, mais j'ai essayé d'essayer de faire simple, retranscrire ce qui se passe sur les marchés. Et voilà, donc un petit pouce, on essaie de faire les 100 likes, ça me ferait plaisir. Et puis un commentaire si vous avez des questions, on est parti. Donc on va essayer d'imaginer cette toile d'araignée financière et d'aller de gauche à droite pour essayer de comprendre comment les marchés bougent et à cause de quoi, grâce à qui, etc. etc. Donc souvent on a des catalyseurs qui font bouger les marchés. Donc ça va être la politique monétaire, ça va être la géopolitique, un conflit Ukraine-Russie, ça peut être un conflit en Afrique, ça peut être voilà, un conflit également commercial, comme avait fait les États-Unis avec la Chine quand Trump était président. Enfin voilà, c'est des news d'un point de vue géopolitique. Ça peut être également des résultats fondamentaux d'une société, des croissances, donc diminution des bénéfices, diminution des ventes, perte de rentabilité, ou alors augmentation de la rentabilité, croissance de la société. Ou d'autres catalyseurs X ou Y, donc ça peut être décision juridique, nouvelle législation, légalisation du cannabis, etc. Enfin voilà, tout ça se classe dans la catégorie catalyseur et c'est ce qui va déclencher la prise de position des institutions. En tout cas, ça va être des éléments qui vont motiver ou démotiver les institutions à prendre position. Ok. Donc, une fois qu'on a ces informations, donc ces catalyseurs, des fois on les a, des fois on les a pas, des fois ils sont disponibles au grand public, des fois ils sont plutôt privés, ça peut être des initiés, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses possibles et inimaginables. Une fois que cette information elle est détenue par les institutions, eh bien, ce sont elles qui font bouger les marchés, donc ce sont elles qui vont décider de prendre une position, plusieurs, sur quelle classe d'actifs. Ce sont elles finalement qui ont le dernier mot et qui vont décider de passer à l'acte, soit à l'achat, soit à la vente sur les marchés. Ce qui va créer de facto de la volatilité. Est-ce qu'elles sont confiantes et vont se réfugier ou vont acheter des small caps, des moyennes capitalisations, ou alors elles sont un peu plus, disons, sur le maintien et elles vont chercher à se positionner sur des méga caps du style Apple, Microsoft pour investir dans des sociétés dites voilà, safe et que sont des valeurs de croissance, moins de croissance qu'à un moment donné. Évidemment, quand on devient tellement gros, la croissance finit par être difficile à perdurer et donc à un moment donné elle s'arrête ou elle devient ridicule. Mais voilà, ce sont des sociétés qui font énormément d'argent, extrêmement bénéficiaires, et donc ce sont ces actions-là qui peuvent bénéficier des décisions des institutions. Alors donc voilà, les institutions vont prendre ces décisions selon les catalyseurs et vont décider d'être agressives, pas agressives, plutôt sur la réserve ou pas, ce qui va créer de la volatilité ou pas. Et derrière, c'est là où ça devient extrêmement complexe, parce que là j'ai essayé de simplifier, mais on a du coup ces capitaux qui sont injectés sur la bourse, mais ça peut être plein de produits. Ça peut être donc d'abord classé par secteur, classe d'actifs secteur, donc les 11 secteurs du S&P 500, l'énergie, les utilities, voilà, ça peut être la finance, la santé, enfin voilà. Et puis après, une fois qu'elles ont décidé d'aller sur tel ou tel secteur, elles vont peaufiner leur choix, c'est ce qu'on appelle un entonnoir, et elles vont décider éventuellement d'aller sur des industries un petit peu plus précises. Donc la santé, on va sur les biotech, on va sur le génome, on va sur les vaccins, on va sur plein de choses, il y a plein de possibilités. Ça peut être par exemple sur l'énergie, on va sur l'énergie fossile, donc ça peut être exploration, production de pétrole, ça peut être sinon énergie renouvelable, donc l'éolien, ça peut être le solaire, ça peut être plein de choses. Et donc voilà, idée grossisse comme ça, secteur industrie, et après rechercher des titres, des actions par exemple, sur ces secteurs et ces industries-là. Donc, si à l'instant où je parle, on a une rotation sur
par exemple l'intelligence artificielle, ils vont se dire on va aller sur le secteur de la tech, puis l'industrie intelligence artificielle et les actions AI, ça peut être aussi Microsoft, ça peut être Nvidia, etc., etc. Donc il y a un entonnoir qui est fait comme ça de la part des institutions pour chercher des valeurs qui vont leur proposer de la performance sur la durée. Derrière, ça peut être aussi investir sur des ETF de pays, sur des devises. Et ça dépend aussi évidemment de la géopolitique, des politiques monétaires. Et c'est intimement lié dans le sens où, par exemple, on va investir, une institution décide d'investir par exemple sur les métaux précieux ou les minerais. Direct, on va revoir l'ETF sur le Pérou qui va profiter de cette rotation sur le secteur des minerais, des métaux précieux, parce que c'est un pays qui est producteur, qui est un producteur de métaux. Hein, le Pérou est reconnu pour ses mines, et donc c'est une grosse partie de son PIB et de sa production, de ses ressources. Et donc c'est comme ça que le Pérou fait de l'argent finalement, en partie, grosse partie par l'extraction minière. Et donc, si à un moment donné l'extraction minière est pricée par les institutions, on va voir pop sur nos screeners des ETF de pays qui bénéficient de ces secteurs-là. Donc le Pérou, ça peut être l'Australie, ça peut être d'autres, le Canada éventuellement, voilà. Pareil, si le pétrole s'envole, comme post-Covid, on va voir les Émirats, le Canada, des pays gros producteurs d'hydrocarbures, la Russie, qui vont profiter de cet élan sur le pétrole. Hein. Plus le pétrole augmente, plus il est cher, plus ces sociétés-là vont faire de bénéfices, et donc plus ces pays-là vont faire de bénéfices. Ce qui va du coup se retranscrire naturellement sur leur croissance, et leurs ETF sont pondérés majoritairement par secteur, et donc si en tant que pays vous avez un secteur qui est majoritaire et qu'à un moment donné il explose en bourse, vous allez le ressentir dans votre économie et dans vos bénéfices. Donc forcément la pondération sur cet ETF sera forte. Voilà, et puis ça peut jouer aussi sur des devises. Alors ça c'est plutôt les politiques monétaires, hein, mais ça va être aussi les conflits géopolitiques, ça va être aussi les ressources naturelles. Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est intimement lié. Il faut comprendre que tout cet argent, il ne disparaît pas. Il passe de main en main, il passe d'actif en actif, il passe de classe d'actifs en classe d'actifs. Et un coup, ça va être l'intelligence artificielle, demain, ça va être le génome, avant, c'était le vaccin, avant, c'était l'imprimante 3D. Enfin voilà, ça bouge comme ça, et c'est une perpétuelle rotation qu'il y a. Donc j'espère que j'ai été clair. C'est, pour moi, pour l'instant, la meilleure façon que j'ai trouvé d'imager ce concept de toile d'araignée financière et de rotation. Évidemment que c'est bien plus complexe que ça. Alors, on va parler cette fois-ci, donc toujours dans cet aspect de rotation, la course pour être leader. Sur le marché action, vous avez des leaders qui sont donc les actifs qui proposent le plus de performance, qui sont massivement achetés par les institutions. Ces leaders-là, ils peuvent faire 20, 50, 100, 200, 500% de performance en 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et donc, c'est sur ces actifs-là qu'il faut essayer de se positionner. Ok ? On va essayer d'appliquer ce concept de leader avec les rotations. Donc vous avez 11 secteurs sur le SP500, je vous l'ai dit, et à un moment donné, vous avez donc la performance qui est ici, performance négative, performance positive. Le secteur d'activité qui performe le plus, c'est ce secteur gris, donc admettons que ça soit la santé. Donc on va se concentrer sur le secteur de la santé qui performe le plus et qui a des chances et des probabilités de continuer de performer. Et donc derrière, on va s'intéresser aux industries de ce secteur gris, donc aux industries de la santé, c'est un exemple. Et on remarque que dans ce secteur de la santé, il y a des industries qui cartonnent, il y a des industries qui ne cartonnent pas. Et donc pour accumuler un avantage statistique, on va essayer de tirer encore vers la droite. C'est-à-dire qu'on est allé sur le secteur le plus fort parmi les 11 secteurs du S&P 500. Ok, je coupe ça. Derrière, on va sur l'industrie la plus forte, c'est-à-dire l'industrie rouge. Admettons, ça va être le génome.
Et dans cette industrie qui est la plus forte donc on a le secteur le plus fort, on a l'industrie la plus forte dans ce secteur, on va essayer de rechercher les actions les plus fortes dans cette industrie de ce secteur. Ok? Vous me suivez? Donc, dans cette industrie rouge, on va essayer de repérer 1, 2, 3 actions qui performent le plus. Et on a cette action X qui est violette, Y qui est, disons, un gris, et bleu en troisième position. Et donc, ce qui fait qu'on va avoir un classement comme ça, en partant du secteur, de son industrie jusqu'à l'action. Ça nous permet de cumuler l'avantage statistique et finalement d'écrémer tout ce choix d'actions possibles et imaginables sur le marché américain. Et donc, on va rechercher des scénarios d'achat uniquement sur la crème de la crème. Et donc, on va mettre l'avantage statistique de notre côté et avoir une espérance de gain qui va croître. Donc, toujours sur le secteur de la santé, toujours sur l'industrie génome, par exemple, c'est cette action violette qui cartonne le plus. Et donc, vous voyez qu'on a fait un entonnoir, secteur, industrie, action. Action de cette industrie, industrie de ce secteur. Et vous avez donc les 4 premières actions qui sont en tête. Et notre but à nous, c'est de se concentrer sur ces actifs-là. On sait qu'il y a de la performance, on sait que c'est des actifs qui sont fortement demandés, et donc il faut après rechercher un setup de position. Par contre, si vous recherchez un setup de faible volatilité, il n'est pas dit que vous ayez la possibilité de rentrer sur ce genre d'action-là. Pourquoi? Parce que le concept des rotations, c'est un concept de momentum. Okay, si on va sur des actions où il y a du fort momentum du fait du secteur de l'industrie et de l'action, on ne peut pas rechercher, en tout cas on ne peut pas espérer avoir à chaque fois des setups de latéralisation, de faible volatilité, etc. Là, pour ce genre d'approche, il faut limite avoir un setup classique qui est applicable tout le temps, c'est-à-dire un setup de cassure. Okay, parce que pour que le prix monte, il faut obligatoirement casser le dernier plus haut. Et donc ça va de soi, il y aura forcément des cassures si on est sur la crème de la crème, des actifs qui sont censés monter fortement du fait de cette rotation sur le secteur de l'industrie. Voilà. Ce cours-là, c'est un exemple de sélection d'actifs. Comment sélectionner des actifs performants. Prenons un autre exemple, mais cette fois-ci pour être le loser, parce qu'on va se concentrer à l'achat sur la crème de la crème de la crème acheteuse, mais si vous êtes un vendeur à découvert, vous pouvez aussi vous concentrer sur le pourri du pourri du pourri, ok, disons si on l'appelle comme ça. Donc vous avez toujours les 11 secteurs du S&P 500, et cette fois-ci, on se concentre sur les secteurs les moins performants, donc le secteur de la finance, ici, ok, en orange. Et quelles sont les industries dans ce secteur de la finance qui sous-performent le plus? Eh bien, vous avez cette industrie bleue foncé, cette industrie bleu clair, et cette industrie, disons, allez, rose-violette, rose. Ok. Donc, sur la santé, ça peut être les banques ou les banques régionales, peu importe, ou alors les brokers. Enfin voilà, vous avez plusieurs possibilités. Disons que c'est les banques. Secteur finance, industrie bancaire. Et dans cette industrie-là, vous allez regarder quelles sont les sociétés les plus fragiles, les moins performantes, celles qui vont être donc plus judicieuses de vendre et qui vont être plus probables, qui vont avoir plus de probabilité de diminuer, en fait, de décroître en termes de prix. Et c'est là où vous allez faire de la performance si vous vendez le pourri du pourri du pourri. Okay, donc, l'action la plus mauvaise, c'est la verte, suit donc de cette industrie bancaire et du secteur de la finance, puis viennent la orange, la gris et la bleue. Okay, et donc, ce qui donne ce résumé de l'entonnoir, notre but à nous, c'est de rechercher des scénarios de vente uniquement sur le mauvais du mauvais, le pourri du pourri, et donc de bénéficier d'un avantage statistique conséquent. Nous, on veut vendre un actif qui est fragile, où il y a beaucoup d'offres, très peu de demandes, ce qui va créer une dynamique extrêmement baissière. Okay, on ne veut pas vendre le plus fort, ça n'a pas de sens. Donc, on va se concentrer sur le secteur de la finance, sur l'industrie bancaire et sur la société verte. Pareil, secteur finance, industrie bancaire, société orange, et ainsi de suite. Ce qui fait que on est toujours dans le momentum. Et quand vous relancez vos screeners, admettons, si vous avez un screener qui fait ça, vous allez toujours être sur les actifs, soit qui ont de la puissance,
donc les leaders de marché, soit les losers, les plus faibles, et le screener va vous donner toujours les meilleurs et les pires. Et donc ça vous permet de ne pas rester focus et tomber amoureux d'un actif. Le pire en trading, c'est de tomber amoureux d'un actif et de se dire oui, il va descendre, oui, il va monter. Mais pourquoi il va monter, pourquoi il va descendre, on n'en sait rien. Ce qu'il faut surveiller, c'est le screener, et donc le prix nous dise attention, on est sur le pire du pire du pire, ou le meilleur, le meilleur, le meilleur. Et pas nous ce qu'on pense, nous le marché a rien à foutre de ce qu'on pense. Ce qu'on veut nous, c'est se mettre dans des dispositions où voilà, on est sur le meilleur actif, c'est le marché qui nous dit que c'est le meilleur actif, du meilleur secteur, de la meilleure industrie, du coup, on y va. Il faut comprendre aussi que selon les marchés haussiers, c'est rarement, voire jamais, les mêmes leaders qui vont leader ce nouveau marché haussier. Okay, donc, on va au gré des inventions, des avancées technologiques, ou alors des changements de consommation, de comportement. On l'a vu avec le Covid, hein, ça a changé complètement notre comportement. Enfin, on en était obligé. Hein. Et il y a de nouvelles industries qui émergent et qui vont plaire aux investisseurs. Mais du coup, chaque innovation va cesser d'être une innovation. Les téléphones portables, c'était une innovation il y a 20 ans ou il y a 15 ans. Okay, c'est plus une innovation. Okay, donc, l'innovation aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Donc, c'est ce qui va plaire aux institutions et qui va plaire au retail. Et c'est vers ces innovations, ces avancées technologiques, ou alors ces changements de consommation, si on est dans une pandémie, si voilà, quelle que soit la raison, il faut s'adapter et aller vers ces changements de comportement et de consommation. C'est là où il y a les gros potentiels d'investissement à moyen long terme, puisque c'est encore des actifs qui n'ont pas été pricés. Et donc c'est là tout l'intérêt et la force des rotations. On cherche à suivre le flux des capitaux. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas s'attacher émotionnellement aux leaders et chouchous actuels, puisque les leaders d'aujourd'hui seront les losers de demain. C'est très rare qu'on ait des actions comme Apple, Amazon, disons que c'est les cas à part, qui vont continuer de performer sur la durée et qui deviennent des multinationales extrêmement puissantes. La plupart des leaders vont faire 100, 200, 300% de croissance éventuellement sur un marché haussier, puis tout reperdre 90% de leur performance sur le cycle suivant. Okay, donc ici on a un graphique de Statista qui nous montre que les voitures vendues, quelles sont les voitures et la quantité de voitures vendues depuis 1951. Donc on voit que finalement la voiture ça a été en forte croissance, hein. Il y a eu un gros boom dans les années 50 jusqu'aux années disons 80, 90, et après ça, eh ben, tout le monde ou presque a une voiture. Alors après, est-ce qu'on en achète une deuxième? Est-ce qu'on va dans des pays émergents? Mais à un moment donné, on ne peut pas entasser les voitures chez nous, ça va de soi. Donc, et puis les anciennes voitures sont soit recyclées, soit envoyées dans d'autres pays. Donc, on ne peut pas revendre et continuer de vendre éternellement des voitures. Ce qui fait que un marché, une classe d'actifs, une industrie, elle a toujours sa ruée vers l'or, si vous voulez. À un moment donné, il y a une découverte qui est faite, une avancée technologique majeure, et grâce à cette avancée, on va découvrir un nouveau marché, on va vendre énormément de produits, ce qui va créer une croissance des bénéfices et une action, un actif qui va croître en bourse parce qu'il y a de l'intérêt, c'est une machine à cash. Et donc on voit que depuis 1990, les voitures, la quantité de voitures vendues diminue. Ça va de soi. Vous avez tous une voiture, peut-être deux, peut-être même trois, vous n'allez pas en acheter 10. Okay, donc une fois qu'on a un peu saturé le marché, eh ben, les ventes diminuent, décroît, et forcément, c'est plus la ruée vers l'or pour les constructeurs automobiles. Okay, pareil pour ici, donc de source Asimco, donc le marché des ordinateurs vers le marché des portables, et donc on voit clairement que dans les années 2010, on a l'iPhone, l'iPad, etc. qui ont une forte croissance sur les téléphones portables, les iPads. Donc ça a été un nouveau produit en 2010 et ça a continué pendant au moins 10 ans, 15 ans, donc on est en
23, 24, on a une forte croissance, mais à un moment donné, on ne va pas continuer de croître éternellement. La preuve, quand on voit les PC vendus, la croissance a été extrêmement importante dans les années 1990 jusqu'à 2010, et arrivé à 2010, on a marqué un plafond de verre. Tout le monde a un PC chez soi, on ne rachète pas un PC tous les ans. Donc, à un moment donné, la croissance diminue, on a une décroissance, ce qui fait que, soit, si on veut continuer à faire de la croissance d'un point de vue des bénéfices et non des ventes, il faut augmenter les tarifs, augmenter la technologie, jouer sur la technologie, etc. Mais au niveau du volume, on ne pourra pas faire mieux que pendant la ruée vers l'or, qui a été du coup une découverte d'un nouveau marché, un nouveau produit qui séduit l'ensemble des personnes dans le monde qui ont les moyens de s'acheter un PC. Donc après, c'est ce que fait Apple, très bien, c'est vendre un produit extrêmement cher qui est vendu comme du luxe finalement, et il joue sur les avancées technologiques, etc. Et donc on change de portable assez régulièrement, tous les 2 ans, tous les 3 ans, peut-être pour certains tous les ans. Et ce qui fait que la croissance, elle est toujours là, mais à un moment donné, on ne peut pas avoir une croissance aussi importante qu'au début. Quand personne n'avait de téléphone portable, c'est là où le marché il est vierge et où on peut faire énormément d'argent. Enfin, énormément de ventes, pardon, pas d'argent, parce que l'argent, on continue d'en faire avec des procédés différents, je viens de vous l'expliquer. Sauf cas exceptionnel, il y a des leaders qui peuvent redevenir leaders, mais ça arrive que très rarement. Je prends souvent l'exemple de Crocs, qui a été un des leaders en 2007. D'ailleurs, j'en ai au pied des Crocs, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui fonctionne. Ça ne veut pas dire que c'est confortable, mais voilà, ça se vend bien. Et on voit qu'en 2007, on a eu une forte croissance ici. Okay, puis rien, a perdu 99% de sa valeur suite au marché baissier de 2008. Et puis on a eu un nouveau marché haussier ici, puis neutre, et un gros marché haussier en 2020-2021, avec une forte croissance des bénéfices. C'est des cas exceptionnels comme ça, où on a des recoveries tous les 5 ans, 10 ans, s'ils arrivent à s'adapter au niveau des produits. C'est ce que je vous disais, hein, s'adapter. Tout le monde a des Crocs chez soi. Est-ce qu'on arrive à créer une nouvelle technologie, un nouveau concept, un nouveau design, du marketing, enfin voilà, pour arriver à se renouveler et continuer de vendre des chaussures Crocs. Mais j'imagine qu'en volume, rien n'égale les ventes de 2007-2008. Alors je m'avance là-dessus, j'en suis pas sûr, mais je pense pas qu'en termes de croissance de vente, on puisse faire mieux que le premier marché, qui est le marché vierge, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Je prends aussi l'exemple de, souvent, donc c'est pas Nokia, c'est BlackBerry. Il y a 20 ans de ça, 15 ans de ça, j'avais un BlackBerry, j'étais tout content d'avoir un BlackBerry, tout le monde était content d'avoir un BlackBerry, c'était la mode, c'était révolutionnaire, on avait un mini ordinateur portable avec des touches, tout le monde avait un BlackBerry, ils ont fait des ventes astronomiques, une croissance des bénéfices fulgurante, d'ailleurs ça s'est vu, hein, on est passé sur un actif de, alors je sais plus combien, mais regardez cette croissance en mensuel ou en hebdo, en mensuel plutôt, en mensuel, l'actif a été multiplié peut-être par 400, 300, 400, enfin, c'est juste astronomique, hein, ça c'est lié aux ventes, aux bénéfices que fait la société, etc. Et puis, la société n'a pas su se renouveler, n'a pas su devenir comme Apple, un produit de luxe, n'a pas su accepter le virage du tactile, et donc est resté sur ses touches. C'est un mauvais choix de la part des directions, du marketing, et ce qui fait que BlackBerry, c'est une société qui continue de faire un peu d'argent, mais qui est morte par rapport à Apple. Apple étant la société la plus grosse au monde, hein, je crois que c'est 3 milliards de capitalisation. BlackBerry, c'est quelques centaines de millions, bon, à tout casser quoi. À vérifier le capital, enfin la capitalisation de BlackBerry, mais c'est ridicule par rapport à Apple. Et donc, c'est pour vous montrer qu'un leader peut redevenir leader, mais c'est que des cas exceptionnels. Souvent, si on n'arrive pas à se renouveler, et souvent on a profité de ce marché vierge, et on a du mal à faire autre chose pour se renouveler, et donc on reste enfermé dans des acquis, et c'est là où la compétition nous dépasse, et vient bouffer nos parts de marché. C'est ce qui s'est passé en tout cas sur BlackBerry. Donc, tout ça pour dire qu'il faut pas s'éparpiller, c'est ce que je vous rappelle l'entonnoir de tout à l'heure, secteur, industrie, action. Et on fait un entonnoir comme ça.
Donc on reste focus sur les 2-3 meilleures valeurs de l'industrie. Si vous voulez faire du momentum, si vous voulez être un trader de momentum, restez focus sur les 2-3 meilleures valeurs d'une industrie qui cartonne et d'un secteur qui cartonne. Ok. Simplement parce que à l'intérieur même d'une rotation sur les industries, il y a toujours des sociétés qui vont être gagnantes et des sociétés qui vont être perdantes. Qu'est-ce que j'appelle gagnantes et perdantes? C'est des sociétés qui croient ou qui décroient en termes de prix. Notre but, nous, c'est de faire de la performance avec le prix et pas avec les ventes ou les fondamentaux. Et puis, il y en a certaines qui ont des meilleurs fondamentaux que d'autres, des produits plus sophistiqués ou pas. Mais voilà, il ne faut pas partir du principe que à partir du moment où une industrie, un secteur surperforme, l'ensemble des actions de cette industrie ou de ce secteur-là surperforment également. C'est faux. Il y a des industries où il y a des sociétés qui performent et des sociétés qui décroient. Et donc, souvent, on a tendance à avoir cette notion de rattrapage. Est-ce qu'une société, par exemple, prenons Katana Benetto en Europe, sur tout ce qui est bateau, maritime, quand il y en a une qui est en train de surperformer, on peut se dire qu'il y en a une qui va rattraper l'autre. Oui et non, c'est-à-dire qu'on peut rattraper ces actions-là qui sont à la peine, qui sont à la traîne, qui peinent, peuvent rattraper un peu leur retard du fait qu'il y a de l'argent qui est injecté dans cette industrie ou ce secteur-là, mais en général, ça ne dure pas. Okay, donc le but, c'est de se mettre vraiment sur les meilleures actions de cette industrie, de ce secteur. Ok. Une chose à noter également sur ces losers qui sont en retard, elles semblent attractives parce qu'elles sont moins chères. Mais, rappelez-vous, on n'achète pas un actif parce qu'il n'est pas cher, on achète un actif qui monte, où il y a de la demande, où il y a des institutions qui rentrent. On ne veut pas être seul sur le marché, on ne veut pas être seul dans le sens haussier. On ne veut pas non plus anticiper, on veut être dans le sens du marché. Et donc, on va se mettre sur les meilleures actions qui ont plus de probabilité de monter et de continuer de monter que celles qui sont plus à la traîne. Ça, c'est quelque chose qui est fatal sur les marchés, de se dire qu'une action elle descend, elle n'est pas chère, on va faire un x2, x3, on regarde le passé, oh punaise, c'est monté à 20, aujourd'hui ça cote 1 euro, je peux faire un x20. Non, c'est faux, ça ne marche pas comme ça, ou que très rarement comme ça. Okay. Donc ne vous laissez pas tenter par ce genre d'analyse. Il y a bien une raison en fait sur le retard de ces actifs-là, et le marché le sait, ne soyez pas le seul à ne pas le savoir. Par exemple, transport de gaz et de pétrole, donc avril 2020 jusqu'à décembre 2022, on a TRND, qui est vraiment une action que j'ai tradée et qui était folle, et on voit à côté de ça TOPS, même industrie, même secteur, même industrie, deux actions complètement opposées, deux tendances complètement opposées. Et c'est là où on voit clairement qu'il y a des acteurs de marché qui sont soutenus par les institutions pendant cette rotation sectorielle sur cette industrie-là, et d'autres qui sont complètement délaissés, de par leurs fondamentaux. À un moment donné, c'est bien d'avoir une société dans une industrie qui cartonne, mais il faut arriver à vendre, il faut arriver à dégager des bénéfices, ce qu'a réussi à faire TRND, une valeur de croissance phénoménale, au-delà de 999% de croissance sur quelques trimestres. Pareil sur le charbon, février 2022, août 2022, on a eu CEX qui est passé de 30 à 80, grosso modo, donc a plus que doublé. Et à côté de ça, on a METC qui a latéralisé et qui a été divisé quasiment par deux. Donc, on reste focus sur les meilleures actions des meilleures industries. Et dernière chose, vous pouvez suivre la température de cette industrie grâce aux 2-3 meilleurs actifs de l'industrie. Si les 2-3 meilleurs actifs de l'industrie commencent à perdre du rythme, à avoir des volumes anormaux baissiers, si le mouvement s'épuise ou si ça se retourne, attention, l'industrie est peut-être en train, la hype sur l'industrie est peut-être en train de s'évaporer et les mouvements haussiers sur l'industrie risquent d'être terminés également. Okay, donc on a deux leaders sur le transport ici, on voit qu'il y a eu deux dynamiques haussières quasiment similaires, et elles se sont retournées au même moment, ce qui a provoqué la fin de la rotation sur l'industrie. Il me semble que c'était pendant le Covid, le transport était fortement demandé. Voilà, ok. Ça peut être dû à des fondamentaux qui se dégradent, problèmes juridiques, une baisse de l'intérêt global sur l'industrie. Et voilà, pour prendre la température, focalisez-vous uniquement sur les leaders de marché que vous surveillez, que vous tradez déjà. Voilà, c'était Thibaut, bonne journée, salut, ciao.